Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de l'infertilité du couple, qui est un problème de santé publique. Donc, je suis accompagnée de Dr Kolani, qui est avec moi pour nous éclairer un peu sur les sujets de fertilité, d'infertilité. Et puis, au moins, comme on dit, c'est des points importants à savoir. Et puis aussi, pouvoir changer aussi les mentalités, parce que il y a des idées un peu arrêtées sur certains points, donc c'est bien aussi d'être attentif et puis être bien à l'écoute de cette émission qui est là aussi pour vous informer sur tout ce qui concerne la santé. Tout à l'heure, docteur, on parlait des 35 ans des femmes. Et puis pour l'homme aussi, vous disiez tout à l'heure qu'il y a aussi, pas un délai, mais il y a aussi un temps aussi à compter. C'est pas que la femme avec ses ovules, mais que tout à l'heure, il y a aussi la nicotine. Vous parlez de la nicotine, ouais, si les gens... Les impacts, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je disais que généralement, tous les facteurs environnementaux, mais aussi le temps lui-même, l'âge. Donc, sur le corps, on voit bien que quand on prend de l'âge, les performances diminuent pour tout. Et donc, pour aussi le spermatozoïde. Et parlant de la participation donc de l'homme dans la définition de l'infertilité, je profite, quand vous parlez des idées reçues, de redire et de dire encore que il n'y a pas que la femme qui est responsable donc du problème donc de fertilité dans le couple. Il faut toujours à la base considérer que ça peut être aussi l'homme. Et ça peut être l'homme tout seul donc dans le problème, ou ça peut être les deux à la fois. C'est pour ça que il faut dire à nous les hommes de venir aussi en consultation quand il n'y a pas d'enfant dans le couple. Mais souvent, ça peut provenir de l'homme aussi. Souvent, l'homme, quand il va faire un enfant ailleurs, il se dit, à la maison, ça vient pas, mais il va quand même faire un enfant ailleurs, donc pour lui, tout va bien. Mais si on donnait l'autorisation de la femme d'essayer ailleurs, ça marcherait aussi. Parce qu'on connaît des couples qui, au départ, n'avaient pas d'enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour cette cause d'infécondité, le couple se disloque. Et chacun de son côté, aussi bien la femme donc que l'homme, en allant s'engager avec un autre partenaire, a eu des enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Comme on l'a dit, il arrive que dans un couple, la fertilité ne soit pas définie. On ne sait pas pourquoi. C'est une infertilité inexpliquée, on dit, dans ce couple. Et il arrive parfois que un membre du couple ait un problème. Donnons le cas d'un homme. Ici, il ne faut pas dire que c'est l'homme. Oui, pour une fois. Disons que l'homme a une diminution du nombre de spermatozoïdes. Et il est en face d'une femme qui a aussi des petits problèmes. Petit problème à gauche, petit problème à droite, gros problème au centre. Donc, le couple s'en sort mal. Mais quand ce monsieur ira avec une autre femme qui a de bonnes capacités, qui a une hyperfertilité, cette femme va masquer son hypofertilité et il va s'en sortir bien. Il va avoir l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que la définition de l'infertilité se fait dans un couple, entre un homme et une femme. Et entre un homme et une femme seulement. Pas avec les à côté, les expériences donc, à côté, donc tout ça. Il faut savoir que ça peut arriver, qu'on ait des enfants à côté. Autrement dit, et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi, dans ce qu'on est en train de faire comme médiatisation, qu'il faut prendre conscience du fait qu'à un moment donné, ça peut être difficile et qu'il faut prendre les choses à temps. Il ne faut pas aussi se lever un matin, en tant qu'homme ou femme, dire j'ai 20 ans, je vais aller voir si je peux avoir un enfant. Non. Et qu'on se livre à des examens. Ça aussi, c'est anxiogène, c'est dangereux. Parce que on peut effectivement trouver des anomalies qui ne sont pas suffisantes pour déterminer une infécondité lorsque vous serez dans un couple. Oui, c'est pour ça qu'il faut... Il n'est pas question de faire
autant d'analyses avant en se disant, et ça, j'ai vu que ce sont les femmes qui ont tendance à se livrer à cette préoccupation. Je veux savoir, docteur, si je peux tomber enceinte. Non, c'est lorsqu'on a essayé que ça n'a pas marché qu'on se pose la question. Si on faisait un spermogramme à tous les hommes qui ont des enfants, vous serez surpris quand même de remarquer que il y a des hommes qui ont des formules de spermogramme qui ne sont pas dans les normes, mais qui ont des enfants. Ouais, donc ça ne veut rien dire. Il faut, faisons attention, comme on dit. C'est à la pratique, qu'on va dire que... C'est pour ça que la définition dit il faut avoir des rapports sexuels pendant une année et des rapports sexuels réguliers, sans méthode de contraception. C'est seulement après ça qu'on va dire. Sinon, non, on ne va pas trop vite en besoin. Mais dites-moi, une femme qui fait souvent des fausses couches, est-ce que c'est considéré comme une infertilité, par exemple? Vous parlez maintenant de la sémantique, de la terminologie. Alors, effectivement, on est passé très vite, mais il y a ce qu'on appelle l'infécondité et l'infertilité. Et puis, même la stérilité. Alors, ces trois termes, on se bagarre toujours sur les définitions, mais la fécondité, c'est un concept de résultat. Un couple est fécond quand le couple a un enfant. Un couple est infécond quand il n'a pas encore un enfant. Ça veut dire quoi? Ça peut être volontaire. Oui. Je n'ai pas encore d'enfant, peut-être c'est moi qui n'ai pas encore décidé d'avoir un enfant. Donc ce n'est pas que je suis forcément infertile. L'infertilité, c'est l'incapacité d'avoir un enfant. Donc la femme qui a des fausses couches est infertile parce qu'elle n'arrive pas encore à avoir d'enfant. Mais elle est féconde quelque part. Parce qu'elle arrive à concevoir. Elle arrive à concevoir, oui. Sauf qu'elle n'arrive pas au bout de sa chaîne d'avoir cet enfant. Et la stérilité, aujourd'hui, on ne parle plus de ça pour le fait que la médecine a quand même repoussé les limites donc, de l'incapacité de tomber enceinte. C'est donc l'incapacité définitive et totale de ne plus avoir des enfants. Et quel examen faut-il faire pour pouvoir aussi essayer, pour pouvoir tomber enceinte ou traiter l'infertilité, par exemple? Alors, donc, vous avez défini un couple qui n'a pas un enfant jusqu'à présent après avoir tout fait. Tout fait, oui. Après les 1 an bien fait les choses. Voilà. Et qui se trouve donc en face de cette difficulté de concevoir. L'examen, tout de suite, peut-être que vous attendez que je cite un examen paraclinique, c'est-à-dire un bilan. Mais il peut être... Sur le cas par cas? Cas par cas, oui. Ça peut être tout simple, de venir se faire écouter. Le médecin, en vous écoutant, peut se rendre compte que c'est parce que vous avez des rapports, au moment il ne faut pas avoir des rapports en espérant tomber enceinte. C'est de se rendre compte que monsieur est toujours en voyage et que vos chances de tomber enceinte sont diminuées par le fait qu'il soit absent. Donc dans ce cas, on peut imaginer que les rapports sexuels ne sont pas faits en nombre et on va dire au moment où il faut le faire. C'est de se rendre compte que peut-être cette femme n'a pas assez de glaire, vous voyez un peu. Donc ça peut simplement être un examen clinique. On vous examine, on pose des questions, on se rend compte. Tout simplement. Oui, avant de passer aux examens plus compliqués, qui sont, par exemple, une échographie, pour voir si la femme a des ovaires. Pour voir si elle a des ovaires. Oui, il se peut que non. Il y a des femmes qui n'ont pas d'ovaires, mais en ce moment, elle n'a pas aussi des règles. Oui, et il y a des femmes qui n'ont pas de règles et qui estiment qu'elles doivent pouvoir quand même tomber enceinte. C'est tout à fait légitime. Oui, donc et tout ça, il faut le savoir. Oui, et l'échographie va vous dire qu'il n'y a pas d'ovaires, ou il y a des ovaires qui n'ont pas beaucoup d'ovules, ou qui en ont de trop aussi. Et donc, ça peut créer un problème. Après l'échographie, chez une femme, on va checker, on va dire, les trompes. On va voir si les trompes sont bouchées ou pas. Et on fait cette radio que les femmes aiment bien. Qu'elles redoutent. C'est pas des trompes. C'est pas agréable. Oui, mais et ça aussi, il faut dire que ce n'est pas chaque fois que ça fait mal.
je parle en faisant un clin d'œil aux amis radiologues, en disant donc lorsque c'est fait calmement, doucement, expliqué, avec donc tout ce qu'il faut pour une femme, la douceur, voilà, détendre, hein. Et ça fait pas mal ou ça fait moins mal. Donc on fait la radio des trompes et on va dire que chez la femme, c'est l'essentiel des examens et l'habitude, ce qu'on fait habituellement. Après on peut faire ce qu'on appelle les dosages des hormones. Mais ça commence par être assez compliqué. Ouais. Chez l'homme, et c'est ce qui m'étonne, pour qu'ils n'aiment pas se soumettre donc aux examens, après qu'on l'ait examiné, et ça aussi il faut le dire, hein, les hommes, quand ils viennent en consultation avec leurs femmes, ils sont étonnés que le gynécologue dise, ou que l'andrologue, donc le médecin qui s'occupe de la fertilité donc des hommes, dise venez, je vais vous examiner. Oui. Et oui. On sait que ce sont les testicules qui produisent les spermatozoïdes. On sait que tout ce qui entoure les testicules, à savoir les canaux que vous touchez, peuvent également participer à l'infertilité. Il faut les examiner. Et on les examine. Donc, en vous examinant, tout simplement, on peut se rendre compte que, par exemple, l'homme ignore qu'il n'a qu'un testicule. Ah oui. Ah bon? Qu'il a un testicule qui n'est pas bien placé, qui est monté un peu plus, que les testicules ne sont pas de volume normal. Donc ça, ce sont des choses qu'on détecte déjà en examinant. Donc l'examen clinique simple, c'est pour ça qu'il faut venir. Il faut y aller, il faut absolument y aller. Il doit être examiné. Après, comme je disais, si je suis étonné que les hommes n'aiment pas se soumettre à l'examen, donc de l'exploration de l'infécondité ou de l'infertilité du couple, c'est qu'il n'a qu'un seul examen qui ne fait pas mal, qui ne fait rien, c'est le spermogramme, c'est tout. On fait un spermogramme sur l'homme et on regarde. Après aussi on peut corser l'addition en mettant donc d'autres choses, mais c'est lorsque le spermogramme pose problème. On peut faire aussi une échographie lorsqu'on s'est rendu compte à l'examen justement qu'il y a des anomalies. Vous voyez, finalement c'est pas compliqué, non, d'explorer. Non, mais bon, c'est dans la tête. Il faut les préparer. Pas boucher, que les spermatozoïdes ne posent pas problème, qu'on s'est orienté après le traitement. Ouais, j'imagine bien. Mais il y a aussi l'in vitro. On en parle. Ah, vous voulez en parler? Oui, il faut en parler. Il faut en parler parce que, en disant d'entame que il ne faut pas penser que c'est réservé à des gens qui ont tout essayé et que ça n'a pas marché et que c'est à eux qu'il faut proposer une fécondation in vitro. Ça rend la fécondation in vitro incompétente, inefficace et ça laisse penser donc que c'est une technique qui ne marche pas. Non, on ne devait pas aller à la fécondation in vitro parce qu'on a tout essayé, on a fait un parcours de combattant comme ça c'est dit, et au bout de la chaîne, lorsque finalement on n'a plus rien, on dit à 40 ans, à 50 ans, on dit finalement allons faire la fécondation in vitro. Non. Il y a des indications, il y a des raisons pour lesquelles on peut faire une fécondation in vitro à 20 ans. Ah oh. À 20 ans. Supposons que les trompes de la femme sont bouchées et que aucune technique n'arrive à recanaliser, à redonner la capacité à cette trompe de fonctionner. Pour cette femme-là, prenons le cas des femmes qui ont eu 2 fois une GU. Première GU, une trompe a été enlevée. Deuxième GU, malheureusement, la deuxième trompe a été enlevée. Il n'y a plus possibilité naturelle de concevoir sur cette femme. Même si elle a 20 ans, même si elle a 25 ans, il faut qu'elle passe en la fécondation in vitro. Et donc la fécondation in vitro, ce n'est pas aussi compliqué à comprendre. Hein. Nous avons dit que pour tomber enceinte, il faut un spermatozoïde et un ovule qui se rencontrent dans la trompe. Ok. Pour une raison quelconque, lorsque cette rencontre n'arrive pas à se produire naturellement, parce que comme on l'a dit, une trompe est bouchée, ou les 2 trompes sont bouchées, ou parce que les spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux ou ne sont pas assez mobiles pour arriver au lieu de la fécondation qui est donc dans la trompe, on s'est rendu compte que il suffit de reproduire donc la rencontre au laboratoire, la fécondation peut avoir lieu. C'est tout. Donc on fait en sorte qu'un spermatozoïde et un ovule se rencontrent au laboratoire. Donc on prend des ovules de la femme, on prend des spermatozoïdes de l'homme, on les met ensemble et puis on les replace quand la fécondation est lieu. C'est ça la fécondation in vitro. Et vous voyez, c'est donc au début que cela se passe au laboratoire.
après, tranquillement. Tout se passe naturellement. Ouais. Donc, quand une femme a une grossesse issue de la fécondation in vitro, on ne se rend pas compte. C'est une grossesse aussi naturelle que les autres. Et donc. Après, c'est surveillé, non? Il y a quand même une surveillance. Non, il ne faut pas en faire une particularité. Okay. La grossesse, du moment où elle commence par évoluer, elle prend le cours naturel des choses. Ok. Donc, la fécondation in vitro est destinée à des couples qui ont des raisons d'y aller, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. J'ai une question pour vous de Madame Diatoubé, docteur. Donc, elle dit qu'elle est mariée depuis 10 ans, mais l'enfant ne vient pas. Donc, elle a la belle famille sur le dos. Et comme si c'est de sa faute, donc son mari a 2 autres femmes qui, elles, ont des enfants. Donc, elle dit que ça agit beaucoup sur elle et ne sait pas comment s'en sortir. Comme on l'a dit précédemment, l'enfant dehors ne veut pas dire toujours monsieur hyper compétent ou très compétent. Voilà. Déjà, il faut que les responsabilités soient situées. Et je pense aussi qu'il faut, au-delà donc du fait donc du résultat d'avoir un enfant, c'est toute la conception qu'on a de ce que représente un enfant pour soi. C'est quoi un enfant pour soi? C'est un trophée de guerre. On veut avoir un enfant et montrer aux gens, oui, moi aussi je suis capable. Ou bien. Dans la culture. Oui, ou bien on veut avoir un enfant parce qu'on satisfait un élan intérieur. Je vais avoir un enfant parce que je comble quelque chose en moi. Et quand je parle, je pense à combler quelque chose, je pense que c'est donner son amour à quelqu'un. C'est pour ça justement que l'adoption peut être un palliatif. Aussi option, oui. Oui. Et là, on le sait depuis la nuit des temps dans nos sociétés, quand quelqu'un n'arrivait pas à avoir un enfant, la famille ou les frères, les sœurs, les cousines disent « Prends mon enfant, c'est ton enfant, moi je ne veux plus rien savoir. » Parce que ça comble quelque chose. Donc, il s'agit donc pour Madame Diatoubé de concevoir sa vie. Qu'est-ce qu'un enfant représente pour moi? Est-ce que je veux juste avoir un enfant pour les autres? Mais auquel cas, elle ne sera pas satisfaite parce que quand elle aura une première fille ou un premier enfant, les autres vont lui dire « Oh, t'as pas suffisant. » Et moi j'en ai 4 ou 5. Oui, voilà. C'est jamais suffisant. Donc le rouleau compresseur est là. Et c'est donc... Et les femmes, c'est pour ça, je dis, il faut vivre ça d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux? Je veux un enfant pour moi? Oui, même un enfant pour moi. Qu'est-ce que ça représente pour moi d'avoir un enfant? Il y a des gens qui ont choisi de ne pas avoir des enfants. Et ils vivent bien. Donc, dans votre panier du bonheur là que vous définissez, c'est où la place de l'enfant? Est-ce que c'est l'indispensable pour le bonheur? Et ceux qui ont des enfants, ils vont vous dire... Qu'est-ce qu'un enfant représente pour eux aujourd'hui? Le fait d'avoir un enfant. Des gens ont eu des enfants et après ils ont dit si je savais que tu allais être comme ça, que tu allais me pourrir l'existence, je ne t'aurais pas cherché. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas juste les paroles? Non. Non, mais il y a des gens qui ont malheureusement ont trépassé par la faute de leurs enfants qu'ils regrettent d'avoir eu. Donc, il faut se mettre dans le contexte que le fait d'avoir des enfants, il faut avoir donc cette considération spirituelle aussi de la chose et de se dire que je le veux parce que je veux parce que en ayant un enfant un jour, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais vous savez que psychologiquement c'est dur pour la femme. Et après, ceux qui sont en face et qui jugent. C'est ça. Comme si c'est d'eux-mêmes, de leur vraiment propre capacité ils ont pu avoir des enfants. Quand on me parlait des beaux-parents, moi j'ai envie de dire des vilains parents. En ce moment, ils sont des vilains parents. Parce qu'ils n'aident pas du tout. C'est de leur retourner la balle de ping-pong en leur disant que si vous savez comment on peut avoir un enfant, dites-le moi. Que de croupir sur cette charge négative. Finalement, ce n'est pas les autres, c'est vous-même. C'est comment on perçoit la chose, au fait. On perçoit les choses. Et rarement les gens vous interpellent dans la rue et vous disent, quand une femme passe, personne ne sait si elle a un enfant ou pas. Rarement les gens vous interpellent pour vous dire, oh madame, je vous vois, vous n'avez pas d'enfant. Non. C'est rare ce cynisme-là que les gens peuvent avoir sur vous. Et puis, il faut comprendre autrement les messages que les gens vous font. C'est l'élan sociétal. Tout le monde voudrait que vous ayez des enfants. Et les gens ne vous disent pas toujours, à la fin de l'année, oui, il y a des gens qui me disent, excusez-moi,
Voilà, c'est ça, c'est ce que les hommes disent. Je n'ai pas envie de le dire, en fait. En fin d'année, ils disent, moi, je n'irai plus chez mes beaux-parents parce que quand je vais leur dire, ils vont formuler le vœu que j'ai un enfant. Mais c'est un vœu. C'est une pression. Non, c'est pas une pression aussi, mais c'est le vœu. Ils ont juste dit, j'aimerais que tu aies un enfant. Oui, mais c'est une pression. Non, mais ne prenez pas ça comme une pression. Prenez ça tout simplement comme c'est le vœu. C'est un vœu. Et après, à vous de dire, oui, prions ensemble. Voilà, ça devient donc un élan collectif. On est dedans. Que chaque fois aussi décider, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose par rapport à la fertilité, c'est fini. C'est pour ça donc ce sujet reste toujours tabou. Mais il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir expliquer les choses aussi. Vous n'expliquez pas les choses aux gens, ils ne sauront pas. Hein? Il y a cette femme-là qui dit, je ne peux jamais dire que c'est mon mari. Mais c'est à lui de dire à sa maman que maman, laisse-nous tranquilles. Je suis allé voir le médecin, il s'agit de ça, il s'agit de ceci. Parce que eux, ils croient naturellement que les choses vont se passer. C'est ça. Parfois, on se dit, c'est parce que vous ne voulez pas, vous voulez encore vous amuser, comme vous avez dit. Non, il faut pouvoir leur dire de façon subtile, maman, on a consulté, vous savez, ça nous tient aussi à cœur, hein, vous vous en doutez. Mais on allait voir, on est dans un processus et on espère que ça va aller. Dès qu'on leur dit ça, dès qu'on leur retourne donc la charge donc du fait que c'est pas facile, je suis sûr que les gens en parlent moins. On parle moins, c'est ça. Bon, Madame Diatoubé, j'espère qu'on a répondu à votre question. Hein. Il faut voir les choses autrement. C'est pas facile, mais il faut se faire aider. C'est monsieur en fait qui doit aider dans ce cas. Aider la femme. Hein. Surtout s'il y a des enfants dehors, c'est de pouvoir resituer on va dire un peu les responsabilités et montrer où on en est dans la démarche. Exactement. J'ai bien aimé le congrès de la fois dernière. C'était en février. Oui, sur la fertilité, l'infertilité d'ailleurs. Vous faites bien de me donner l'occasion d'en parler. Et à l'issue de ce congrès, j'ai été porté donc président du GIRAF, c'est de ça que vous parlez. C'est le groupe interafricain d'études et d'application sur la fertilité. C'est ça. C'est quoi en fait? C'est un groupe d'une quinzaine de pays d'Afrique qui se sont rendus compte que nous avons des problèmes. Et le taux d'infertilité dans nos populations, on dit c'est 15%, ça va jusqu'à 35% donc dans la population. Et malheureusement, avec la charge négative que vous avez définie tout à l'heure, donc dans nos sociétés, nos sociétés sont pro-natalistes et quand vous n'avez pas d'enfants, on vous stigmatise, on vous dit des choses, ça fait mal. Donc, en dépit donc de ces difficultés que nous avons, nous sommes en face donc de limites de moyens humains pour traiter l'infertilité, de moyens technologiques. On n'a pas toujours les moyens, donc il faut par exemple la fécondation in vitro. On n'a pas aussi toujours les espaces pour en parler. Merci. Je vous en prie. De parler donc des moyens de prévention. On a parlé des infections. En Afrique, c'est ça le problème. On n'a pas après l'accompagnement. L'accompagnement, c'est l'accompagnement de nos États. Les États ne se sont pas rendus compte que l'infertilité aujourd'hui, c'est un gros souci. On a vu que on nous a fait penser pendant longtemps. Et on a déployé des moyens pour limiter la fécondité de nos populations. Planning familial. Et d'ailleurs, en parlant de planning familial, il faut se rappeler qu'il y avait 3 volets. Il y avait donc la prise en charge, donc, je vais le dire tout de suite, de l'infertilité, mais qui a été oubliée dans le planning familial. Il y avait donc le fait de réguler, d'espacer les naissances, et il y avait aussi la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on peut estimer que nos populations ont rempli le quota donc, de l'espacement des naissances, que les gens ne meurent pas parce qu'ils ont eu trop d'enfants, que les populations n'ont plus trop d'enfants comme on avait dans le passé. Donc les fécondités ne sont plus explosives de 5%, non, c'est autour de 2, 3, 4%. Donc ça va, on a assez régulé, mais aujourd'hui on est guetté par le problème de ce qu'on appelle le déclin de la fertilité, qui est un réel problème mondial. L'Afrique pense qu'aujourd'hui on dit que nous avons des enfants, que la population africaine est jeune. On compte sur ça. On se dit les Africains, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, non, mais est aussi l'avenir du monde. Mais c'est parce qu'on a une population jeune. Si on n'entretient pas cette jeunesse en faisant des enfants, nous allons avoir des problèmes dans 50 ans aussi. Chose que l'Europe vit aujourd'hui.
vous avez entendu ailleurs des gens dire réarmement de la population, des politiques nationales, de comment il faut faire, envoyer des femmes en consultation systématique pour congeler leurs ovocytes. Oui, il faut qu'on en parle. Et donc le girafe s'est donné pour mission donc de faire connaître ce problème et de parler, de mettre des mains sur des leviers pour nous aider à travailler sur la question. Et parlant de cela, dans toutes nos pratiques, on veut qu'il y ait des lois qui encadrent nos pratiques. Par exemple, la fécondation in vitro. On veut qu'il y ait donc un accompagnement des assurances. Nos assurances, tenez-vous bien, ne définissent pas l'infertilité comme une maladie. Oh. C'est aussi une maladie. C'est aussi une maladie, effectivement. La maladie comme étant non seulement l'absence de causes physiques, de mal physique, mais aussi une instabilité, une difficulté morale. Donc l'infertilité, en Afrique, on sait que c'est une difficulté, un mal vécu des gens. Donc il faut considérer ça et les assurances devraient nous aider. Quand vous dites infécondité sur un papier parce que vous demandez un examen ou vous prescrivez un médicament, de façon systématique, on ne nous accompagne pas. Ouais. Et pourtant, cela concerne aujourd'hui en Afrique 15 à 30%, voire 35% de nos populations. Donc c'est pour cela qu'on se réunit régulièrement. Ça s'est passé cette année au Togo. Dans 2 ans, ça se passera au Gabon, à Libreville. Et on voudrait que nos États nous accompagnent dans ce problème-là, qu'est la fertilité. Qu'est la fertilité. En tout cas, bravo. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites pour les femmes. Bon, pour vous aussi, puisque on parle des hommes aussi. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Le problème est énorme. Et c'est notre vocation. Ouais. Nous avons choisi de le faire et aujourd'hui on cherche les moyens pour bien le faire. Ouais. Et c'est pour cela que venir sur le plateau que vous créez là, c'est très important. Ouais. Sensibiliser sur les causes évitables, les infections et parler donc de la possibilité aussi de fécondation in vitro qui ne sont pas seulement du ressort ou bien réservées aux populations de l'autre côté, mais qui doivent faire partie donc des moyens que nous devons être capables de proposer. On arrive à la fin de l'émission, docteur. Déjà. Oui, déjà, ça va très vite. On va juste conclure un petit message de fin. Nous n'avons pas assez insisté sur le fait qu'il y ait des causes évitables. Oui. Et chez nous, on a dit ce sont les infections. Et les infections, ça s'attrape quand on est jeune et qu'on pense qu'on peut toujours aller partout. Ouais, sans faire comme le chien de grand-maman, pisser partout. Oui. Si vous ne vous portez pas en ce moment-là, il se passe que lorsque vous allez vouloir des enfants, vous pouvez être confronté à des difficultés. Après, il faut savoir consulter tôt. Quand on est engagé dans un couple et ça ne vient pas, il faut consulter tôt. Il ne faut pas trop attendre. On a dit 1 an pour un couple qui réunit donc on va dire tous les moyens et qui n'arrive pas à tomber enceinte. Mais tout de suite on a ajouté que cela dépend de l'âge aussi. Si vous avez un certain âge, chez la femme on dit au-delà de 35 ans, il faut savoir consulter déjà 6 mois quand ça ne vient pas. Il faut savoir donc qu'il y a des causes qu'on peut traiter. Des causes qu'on peut traiter très simplement et que cela passe par des examens. Les examens ne sont pas compliqués, c'est l'échographie, c'est la radio des trompes qu'il faut savoir faire et l'homme doit savoir venir en consultation. Même s'il a des enfants ailleurs, il peut avoir une hypofertilité qui a été masquée par une autre femme. Il faut savoir venir se faire examiner, faire un spermogramme qui ne fait pas mal. Okay? Et après, quand on est en face donc des difficultés, il faut aussi savoir accepter que parfois ça peut demander des moyens techniques, des technologies avancées comme la fécondation in vitro. Et cette fécondation in vitro existe bel et bien dans nos pays. Au Togo, il y a 2 centres qui font la fécondation in vitro et ça marche. Ça marche. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un enfant artificiel ou comme les gens le pensent, c'est une grossesse qu'on porte et qui ne ressemble qu'aux autres grossesses naturelles qu'on accouche normalement avec un enfant qui ressemble à tous les autres enfants. Donc, le message, c'est qu'il faut savoir aller tôt. Et puis, enfin, il faut vous marier. Il faut être en couple. Il faut savoir être en couple tôt.
Ouais. Aujourd'hui, l'âge de la première grossesse est repoussé parce que les femmes ne veulent pas avoir des enfants. Ils repoussent l'âge d'avoir un enfant. Et lorsqu'il faut avoir, et compte le nombre d'enfants qu'il faut avoir, c'est un Tout est problème calculé. de société. C'est un problème mondial. C'est un problème d'humanité. Si nous n'avons pas des enfants, l'humanité, c'est un problème de la pérennisation de l'espèce. Merci beaucoup, docteur. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivi, qui avez suivi cette émission. C'est très important, comme il a dit. Donc, il faut aussi prendre tôt pour pouvoir avoir des chances. Et parfois aussi, ça veut rien dire, mais au moins s'y prendre tôt pour pouvoir avoir des chances. Et puis, n'hésitez surtout pas à les consulter. Et ça, on le répétera tous les jours dans cette émission. La consultation, c'est important. Il faut y aller. Grand merci, docteur. Je vous en prie. À très vite pour sûr, d'autres sujets. On va dire qu'on a fait qu'effleurer, on peut Exactement. toujours approfondir. On va décortiquer un peu plus. Merci encore de nous avoir invités. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messie et Stéphane à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.